Le premier intervenant est Jacques Cheminade. Jacques Cheminade a été candidat présidentiel en France à trois reprises, en réussissant à réunir les 500 parrainages de maires pour être officiellement candidat. Il est président du parti politique Solidarité et Progrès. C'est un penseur sage et nous parle aujourd'hui sur le sujet suivant, la science pour un nouveau paradigme d'économie physique. Jacques Cheminade, à vous la parole. Le moteur scientifique du nouveau paradigme de l'économie physique. Notre mission est d'écarter l'humanité d'une trajectoire d'extinction thermonucléaire. Cela signifie la paix, non pas comme un accord entre deux périodes de guerre ou simplement pour arrêter un conflit, mais pour fonder notre combat sur le progrès scientifique et technologique afin de permettre à toutes les nations et à l'ensemble de l'espèce humaine de survivre. L'engagement en faveur du progrès scientifique est au cœur des conditions physiques préalables à la survie dans son ensemble, afin de générer en chacun de nous la certitude que les générations futures seront meilleures que la nôtre. Nous devons partager ce principe dans nos interventions subjectives afin d'encourager l'espoir et la confiance nécessaires dans les pouvoirs de la raison créatrice. Un tel espoir contre les récits vicieux des bellicistes oligarchiques est l'arme unique pour inspirer nos frères humains à s'unir dans nos villes pour la cause, de manifester pour la cause de la paix, pour transformer les fugitifs effrayés en millions de manifestants qui s'affirment eux-mêmes. Les orateurs suivants vont présenter la conséquence de la non-intervention, notre anéantissement nucléaire mutuel. Et au contraire, la joie de créer un nouveau paradigme de développement si les nations de l'Ouest se joignent aux BRICS pour assurer l'industrialisation rapide de toute notre planète et créer les milliards d'emplois qualifiés nécessaires à la réalisation d'une telle tâche. Parmi les 10 principes que Elgazep-Larouche a soumis à la discussion pour une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement, le dernier définit notre défi. Citation, « L'hypothèse de base du nouveau paradigme est que l'homme est fondamentalement bon et capable de perfectionner à l'infini la créativité de son esprit et la beauté de son âme, et qu'il est la force géologique la plus avancée de l'univers, ce qui prouve que l'ordonnancement de l'esprit et celle de l'univers physique sont en correspondance et en cohésion, et que le mal est le résultat d'un manque de développement et qu'il peut donc être surmonté. » Fin de citation. C'est la source même de la science, le fait crucial auquel se réfère le principe chrétien de l'étincelle divine de la raison, inhérente à chacun d'entre nous en tant que personne créative, souveraine et individuelle. Lino Larouche, dans son article du 8 février 1993 intitulé « L'histoire comme science », fait référence à, et je cite, « la découverte époustouflante par Gottfried Leibniz des caractéristiques des points d'affinité entre le christianisme et la tradition de Confucius dans la langue et la culture de la Chine. Il s'agit ici de savoir ce que nous avons en commun et ce que nous, dans nos pays occidentaux, pouvons et devons apporter à la communauté de destin commun de l'humanité. Ce que nous avons en commun, souligne Madame Larouche, le potentiel de bonté inné de tous les êtres humains exprimé en Occident par le christianisme platonicien contre le gnosticisme et le nominalisme maléfique. Tous réduisant l'homme à ses perceptions sensorielles. Et en Chine, exprimé par la tradition confucienne originelle contre le taoïsme
dévoyé et le légalisme erroné. Dans les deux cas, il s'agit d'une opposition totale à ce que Carl Schmitt, le juriste du Troisième Reich, appelle le besoin d'avoir un ennemi existentiel pour affirmer son propre sens d'identité. Cette croyance diabolique selon laquelle on a toujours un ennemi existentiel jusqu'à ce qu'on le détruise, ça conduit, entre guillemets, logiquement à la guerre. La culture chinoise, avec son concept gagnant-gagnant, et la culture occidentale, telle qu'elle s'exprime dans le traité de Westphalie et les évangiles, partagent une conception similaire, ontologiquement optimiste. Ce n'est pas seulement la base même de la conception d'une paix durable, c'est l'expression de l'interdépendance inévitable de la motivation morale et de la pratique scientifique. Certains répondront, mais c'est la science qui a permis aux Chinois d'inventer la poudre à canon et à l'Occident de mettre à point et de lancer 2 bombes atomiques sur des populations civiles. Eh bien, pour l'Occident, c'est la perversion de la science. Pourquoi? Parce que si rien n'est fait pour le bien, le mal émerge et contrôle les résultats de la science au nom d'un pouvoir contre l'autre. Un engagement à développer des pays non encore développés, comme le concevait un Roosevelt ou un De Gaulle, aurait empêché la tentation de lancer des bombes atomiques en 1945 pour des raisons géopolitiques, pour humilier le Japon et menacer la Russie communiste. La géopolitique est fondée sur une politique visant à dominer et à se débarrasser de son ennemi existentiel et non à atteindre un niveau supérieur de relations, de paix et de coopération. C'est pourquoi, au nom de la paix, il faut rejeter à jamais la géopolitique. Pour nous, en Occident, cela signifie retrouver notre objectif historique tel qu'il s'est exprimé lors de l'âge d'or de la Renaissance. Nous ne pouvons pas adhérer au nouveau paradigme les mains vides, ou pire, l'esprit vide. Nous devons retrouver ce que nous avons perdu depuis les 2 guerres barbares qui ont eu lieu en Europe et la colonisation des territoires et des esprits. De retrouver la méthode de Platon, l'hypothèse socratique, en donnant à la Renaissance ce qui lui manquait, c'est-à-dire la notion chrétienne d'imago viva Dei, c'est-à-dire l'homme créé à l'image vivante du Créateur, développons les conceptions de Platon. Il faudra bien sûr beaucoup plus de 15 minutes pour partager ce qu'elle est. Et je vous recommande d'étudier l'ouvrage de Lino Larouche, L'histoire en tant que science. Mais il faut au moins en avoir un aperçu pour réussir notre marche vers la paix aujourd'hui. La méthode de Platon est basée sur l'hypothèse, par opposition à hypothesis non fingo. On n'a pas besoin d'hypothèse, terme employé par Isaac Newton. Nous ne savons pas grâce à la certitude des sens. Nous savons parce que nous faisons des hypothèses, changement d'axiome, validés par des expériences cruciales. La méthode scientifique est une méthode de changement successif incarnée par une hypothèse supérieure, la perspective historique de l'histoire interne de la découverte scientifique. L'histoire interne de la découverte scientifique. La science a plutôt été remplacée aujourd'hui par le syllogisme, par de simples déductions et par sa pratique, par l'administration de personnes et d'objets assujettis.
l'Imago Dei et le Capax Dei, la participation de l'homme à la création divine, qui lui est associée, montre que la souveraineté de la personne humaine individuelle, le microcosme, est l'agence par laquelle toute l'humanité est capable de changer le macrocosme, et qu'un tel changement dans le macrocosme ne peut se faire que par un changement pour le mieux de tous les éléments du microcosme. C'est le deuxième principe d'El-Gazé-Plarouche, celui d'éradiquer la pauvreté dans chaque nation de la planète, ce qui est facilement possible si les technologies existantes sont utilisées au profit du bien commun. C'est cette responsabilité macrocosmique de chaque microcosme en tant qu'intention pour chaque nation et chaque être humain qui définit le bien, la politique dont dépend absolument la survie de la civilisation. Assumer cette direction pour toute l'humanité, changer le macrocosme, Capax Dei, est la réponse du platonisme chrétien au défi existentiel de notre époque, la formation volontaire de l'histoire passée, présente et future de l'humanité. La Capax Dei est la capacité de l'individu, de la personne souveraine, à participer à l'œuvre de la création, aux moyens d'action qui sont les produits de la raison créatrice, motivée par l'agapé, l'amour pour le Créateur et l'humanité. L'ordonnancement de l'esprit et celle de l'univers physique étant en correspondance et en cohésion. Cette capacité unique d'un individu singulier à changer le macrocosme, ni la sagesse de Confucius, ni le génie scientifique de Platon, ni le chrétien non platonicien ne peuvent l'accomplir pleinement. C'est la Capax Dei, en tant que processus universel de création continue dans l'esprit d'un individu souverain, un changement révolutionnaire, axiomatique, en tant que processus universel de création continue, qui est le cadeau de la Renaissance chrétienne, platonicienne, l'âge d'or de la Renaissance, exprimé par des humains dévoués au plus haut niveau de leur pouvoir créatif, comme Nicolas de Cuès, Gottfried Leibniz, Albert Einstein et Éléonore Larouche. Il ne s'agit évidemment pas d'une compétition, mais d'une question, d'une matière d'inspiration joyeuse. Le platonisme chrétien est une étape cruciale pour toute l'humanité et non un atout de la pensée européenne. Il a de la valeur s'il est partagé et il a le potentiel d'être partagé avec tous les êtres humains. Permettez-moi de vous donner un exemple d'une telle capacité. Les pays africains ont besoin de conditions de développement équitables, du respect de leur souveraineté, de la gestion de l'eau, d'hôpitaux et d'écoles, mais ils ont également besoin d'être intégrés dans les technologies les plus avancées, dans un projet dynamique de changement, comme la Chine l'a fait avec succès. L'avait déclaré Cheikh Anta Diop et Lino Larouche, les pays africains n'ont pas besoin d'être considérés comme des pays pauvres à aider, mais dans l'esprit de Bandung, d'être dotés des moyens de franchir les étapes de leur développement. Considérons que l'industrie spatiale africaine représente actuellement plus de 22 milliards de dollars, que 17 nations africaines ont investi dans 58 projets de satellites et que 9 d'entre eux ont été conçus, fabriqués et assemblés en Afrique. Ceci est essentiel pour l'agriculture, la santé publique, l'éducation et bien sûr la création d'emplois dans les secteurs de l'ingénierie, de la mécanique et de la recherche. Chaque pays a besoin d'un moteur scientifique dans des secteurs clés, par exemple l'énergie nucléaire,
est potentiellement essentiel pour assurer l'électrification du continent, mais aussi pour créer des centres complexes de développement industriel et de datation du matériel archéologique datant de toutes les premières occupations humaines du continent. En janvier 2023, l'Union africaine a inauguré l'Agence spatiale africaine basée en Égypte. La France et l'Afrique du Sud, ainsi que la Société sénégalaise d'études spatiales et l'Agence spatiale turque, ont signé un protocole d'accord pour développer l'infrastructure spatiale dans les deux pays. De tels investissements pour la paix, tels qu'ils sont proposés par l'étude de l'Institut Schiller, le document intitulé « Le développement signifie des milliards de nouveaux emplois, pas de réfugiés, pas de guerre. Des plateformes de développement créant la base d'une augmentation des pouvoirs potentiels de la main-d'œuvre. La collaboration des pays occidentaux et de la majorité mondiale, selon l'approche qui sera définie dans ce panel, est le meilleur investissement pour la paix. C'est la seule alternative au niveau mondial à la guerre nucléaire. Vous pouvez voir sur cette photo la joie d'apprendre de ces jeunes filles au centre des études coopératives situé en République démocratique du Congo. Inspirons-nous de leur sourire et cessons de piller leur pays pour construire des barrages, le projet des barrages d'Inga et des petits réacteurs nucléaires modulables pour favoriser des pôles de développement économique disponibles lorsqu'elles deviendront adultes. L'émergence de l'Afrique, c'est leur avenir, mais c'est aussi le nôtre pour un processus continu de paix mondiale. Nous devons cesser de penser en termes de rapport de force et opter plutôt pour une coopération globale afin d'offrir un monde meilleur aux générations futures. Nous leur devons à tous un monde meilleur et non des guerres par procuration, toujours proches de dégénérer en anéantissement humain. Nous sommes pris dans un piège avec des dents nucléaires. Il est temps de sortir de notre somnambulisme et de nous remettre tous sur la trajectoire de la science, de l'histoire humaine. Thank you, Jacques Cheminade. We will now move on to a brief discussion. Nous allons maintenant aller dans une brève période de questions-réponses avec son Excellence Naledi Pandor, Helga Zepp-Larouche et Jacques Cheminade. Je vais d'abord demander à Helga Zepp-Larouche si vous avez quelque chose à dire. Oui, je voudrais d'abord exprimer à son Excellence Dr Naledi Pandor ma profonde joie de nous avoir fait l'honneur de participer à cette conférence parce que nous avons suivi ce que vous avez fait et nous avons noté que le gouvernement d'Afrique du Sud a pris un leadership moral au niveau international que l'Occident a totalement abandonné. Peut-être, Monsieur Jacques Cheminade, si vous vouliez rajouter quelque chose. Je veux poser une question à ce qui répond à ce à quoi nous nous battons, en fait, Helga et Madame Pandor. Ne pensez-vous pas que la mobilisation de la diaspora du Sud global à l'intérieur des pays de l'Europe et des États-Unis peut être justement une très bonne manière d'éduquer nos pays, nos propres nations, avec ces gens qui, quand on les rencontre dans les rues de Paris, dans d'autres pays, sont plus avancés en termes d'intelligence politique par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ils savent plus de choses qui se passent dans le monde que nos propres populations ici en Europe. Est-ce que la mobilisation de la diaspora, d'organiser quelque chose ensemble?
Je pense que c'est une possibilité, en effet, parce que avec l'Institut Schiller, on a besoin de parler à tout le monde, en fait, pour embrasser l'idée que les gens travaillent ensemble. Et donc, ça nécessite de nous d'une grande diversité de personnes. Et en effet, la diaspora, l'Afrique du Sud est un pays démocratique également très diversifié. Mais c'est une partie essentielle de notre constitution de l'Afrique du Sud parce que nous avons des populations, parce que nous avons mis fin au racisme, au préjudice du racisme, vers une nouvelle orientation ouverte aux différentes religions, aux différentes pensées. Et ce dont nous avons besoin, c'est de travailler ensemble. Évidemment qu'on est tous différents, parce qu'on doit comprendre la notion d'unité dans la diversité. Cette notion d'unité dans la diversité est fondamentale, en fait. Et elle peut être évidemment tout à fait poussée par la diaspora, qui sont les étrangers, mais aussi nous, la diaspora ici, qui sont étrangers ici, qui ont une expertise, une compréhension de comment, de le monde dont il vient, et qui contribuent au développement justement de ces pays dans lesquels ils se trouvent. Donc, évidemment, développer des modèles de coopération. Beaucoup de nos professionnels de santé travaillent au Canada, en Australie et en Grande-Bretagne. Et il n'y a pas de problème. Ils peuvent utiliser une partie de leur temps pour travailler aussi en Afrique du Sud ou dans un pays d'Afrique. Il y en a qui le font, en fait, de cette coopération avec leur expertise qu'ils ont acquis dans un autre pays. Mais il faut inclure tout ça dans une dynamique plus globale. Et justement, tous ceux qui sont dans la diaspora, d'avoir des relations plus inclusives au niveau international pour partager ses connaissances, partager ses compétences. Et on a besoin de vraiment une nouvelle approche pour le développement. Une nouvelle approche dans les relations internationales, une nouvelle approche d'interaction et coopération entre nous au niveau des citoyens du monde. Et nous avons besoin de comprendre la notion de la dépendance également, parce qu'on est tous interdépendants. D'où qu'on vienne, peu importe notre origine, peu importe là où on habite, si on est ensemble, ce sera forcément positif car on est interdépendants. À partir du moment où il y a exclusion, il n'y a pas de possibilité d'un monde meilleur. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être demander à la fondatrice de l'Institut Schiller peut-être de rajouter quelque chose avant que nous continuions le panel. Non, je pense que Dr Pandor nous a donné beaucoup de pensées à réfléchir et je suis impatient de renforcer ce type de collaboration parce que je pense, j'insisterai simplement sur le rôle du Sud global un petit peu plus parce que à Bandung, quand il y a eu la première conférence de l'Asie-Afrique, avec Zhou Enlai, Nehru, se sont mis d'accord sur les 5 principes de coexistence pacifique et ils savaient que si on avait une guerre nucléaire, de toute façon, le Sud serait également touché. Peut-être pas immédiatement, mais autant que le Nord en une semaine ou deux après, mais ils mourront aussi. Et donc, je pense que ce fait nous donne au Sud global une intégrité morale et le droit de parler plus fort encore, parce que leur voix est plus raisonnable, malheureusement, que ce qu'on voit aujourd'hui en Occident dans la période récente. Et je pense que ça va générer une grave crise culturelle et j'encourage donc vous, les leaders du Sud global, de prendre toujours plus de position et régler le problème. C'est ma pensée. Merci beaucoup. Merci, Helga. Je dirais pour conclure que je voudrais rappeler à ceux dans le Nord qu'ils ont fait une contribution énorme
pour la libération de l'Afrique du Sud à l'époque, après l'apartheid, parce qu'il y a eu beaucoup de pays Europe, des partis, des campagnes internationales contre l'apartheid de tous les pays d'Europe, et c'était le push international, la poussée internationale avec des manifestations partout contre l'apartheid qui nous ont aidés à mener le combat chez nous pour se libérer et arriver à accéder à la liberté. Je pense de faire revivre cela internationalement, cette solidarité internationale pour tous les gens qui souffrent aujourd'hui et qui souffrent d'oppression aujourd'hui, de se lever et de se montrer. Et alors ça avait déjà montré qu'on pouvait travailler ensemble. Et les Nations Unies peuvent mettre en place ce système, un comité contre l'apartheid qui assure que le nom de Nelson Mandela puisse être libéré et de considérer ce qui a été fait comme un crime contre l'humanité. Donc, quand on travaille ensemble avec des objectifs positifs, on ne peut pas échouer. On peut même mettre fin à des choses très maléfiques comme l'apartheid l'était. Merci. Merci beaucoup.